Promesse. Ça s'appelle Promesse, le film. Mr. Rainbow. Je regarde, hein, ça sera comme des Oui. cadeaux. Non, non, mais à un moment donné, purchase your tracks today. Les émissions spéciales sur Mousso News, c'est toujours avec des personnes spéciales. Et aujourd'hui, on a une humoriste, autrice, comédienne, actrice de cinéma, mais surtout engagée pour les causes féminines, pour le bien-être de la femme. Et elle, c'est Rukiata Ouedraogo. Elle est ici à Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Bienvenue à toi, Rukiata. Merci beaucoup. Quel plaisir d'être là et quel bonheur de vous voir. Nous aussi, nous sommes toutes heureuses de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Rukiata, vous avez un style de coiffure. En fait, quand on vous regarde, Oui. c'est ce qui frappe, c'est ce qui prédomine. C'est une chevelure unique, les afros. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Pourquoi ce style? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est pour lancer un message? Déjà, je pense que tout est politique, hein, que ça soit vestimentaire, que ça soit au niveau de la coiffure, au niveau du langage. C'est vrai que moi, j'aime mon africanité. C'est quelque chose que je revendique. Ma voix, elle est restée authentique. Je ne sais pas de la changer pour quoi que ce soit. Ma personnalité, elle est authentique. J'ai ma culture, j'ai mon bagage et je ne vais pas la cacher. Donc, c'est vrai que porter les cheveux afro, c'est quelque chose pour lequel je milite déjà. J'ai arrêté le défrisage il y a au moins, je pense, une dizaine d'années. Je ne me défrise plus les cheveux, je me fais des nattes, je me fais des crochets, des rajouts afro, parce que c'est important pour la femme africaine de véhiculer cette image-là. Et puis surtout, on est africaine, on assume quoi. Donc je ne vois pas pourquoi on va. Je ne reproche pas à ceux qui se lissent les cheveux Oui. parce qu'on a chacun nos problèmes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je revendique ce côté-là africain et fier de l'être. Et vous avez tout de suite parlé de voix. Effectivement, pour quelqu'un qui vit en Europe, notamment en France, on va s'attendre forcément au chorobitage ou même au morbitage. Ah, le morbitage, je Oui, ne connaissais pas le ça. morbitage. Mais quand vous êtes là-bas, il faut forcément changer parce que souvent quand on parle avec des personnes sur notre tonalité, est-ce que vous arrivez à vous faire comprendre? Alors, c'était mon très gros challenge, mon gros problème quand j'ai commencé surtout à embrasser le métier de comédienne, de la parole. Beaucoup de gens m'ont reproché le fait que je sois depuis des années en France et que je n'ai pas abandonné mon accent et que je ne parle pas comme des blanches. Et ça, c'est quelque chose qui m'a créé beaucoup de complexes et un manque de confiance en moi. Et c'est ça qui m'a conduit sur la scène. Je n'étais pas prédestinée à faire du théâtre, hein. Pour moi, c'était juste une passion ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée en France, c'est là que les gens m'ont fait comprendre que je ne parlais pas assez bien le français ou que mon français ne correspondait pas à leurs attentes. Chez moi, au Burkina, on m'avait jamais dit ça. Moi, pour moi, je parlais un français normal. Oui. Et donc, du coup, il y a eu une complexité, il y a eu des complexes, il y a eu un manque de confiance en moi. À un moment même, j'ai arrêté de parler parce que, en fait, les gens, soit ils rigolaient de mon accent, soit ils se moquaient de moi. Oh. Donc, c'est devenu un complexe et c'est là que je suis allée au cours Florent. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que c'est m'enterrer en fait. Ne plus pouvoir prendre la parole, c'est grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un stage de prise de parole D'accord. dans une école qui s'est avérée être une des plus grandes écoles de France, si ce n'est de l'Europe en tout cas. Et donc, en fait, un de mes professeurs m'a fortement encouragée à venir m'inscrire pour suivre des cours de théâtre. Et c'est comme ça que... Et l'accent n'a pas eu un impact, hein? Si, c'est vrai que j'ai dû travailler au niveau de la diction. Au niveau de la diction, parce que bon, quand on fait un métier de comédienne ou quand on prend la parole en public ou la radio, c'est vrai que nous, on a tendance à rouler un peu les R, on a tendance à ne pas prononcer les S. Moi, je sais que j'ai des gros soucis avec les S. Donc oui, à ce moment-là, avec l'école de théâtre, m'a beaucoup aidé. J'ai pu un peu travailler ce côté-là, mais il est hors de question pour moi que je change mon accent, que je perde mon accent. C'est mon bagage invisible. Ce qui était un défaut à la base est devenu un atout aujourd'hui. Parce que les gens m'appellent parce que c'est mon accent. Quand les gens me lisent, ils me disent, mais on t'entend parler. Et pour moi, c'est voilà, c'est une satisfaction.
Je suis partie de là. En fait, voilà, c'est pour ça que je dis aux gens, cherchez prendre vos défauts et en faire un atout. Aujourd'hui, dans la rue à Paris, je prends mon téléphone ou je suis dans le train. Les gens ne me connaissent pas physiquement, mais quand je me mets à parler, tout le monde se tourne vers moi. Ah, Ah, c'est vous, Rukiata Ouedraogo, parce qu'il m'écoute à la radio. Donc, d'accord. oui, c'est devenu pour moi un atout et une force. Ok. Ouais, mon accent. Je regardais tout de suite quand je préparais l'émission. Mhm, Vous étiez sur un plateau mhm, de télévision en Europe là-bas oui, et vous avez ouvertement dit que vous êtes excisé. oui, Vous le dites publiquement, oui. sans gêne. Bah, Pourquoi? sans gêne parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ça a été un gêne pendant un long moment. Quand je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans, moi, je pensais que j'étais tout à fait entière, que tout à fait, voilà. Et en fait, à force de discuter avec des gens de mon âge ou des rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Voilà, je ne veux pas dire incomplète, mais il y avait en tout cas une grande partie de ma féminité qui m'avait été arrachée. Et bah, tout de suite, en fait, c'est quoi? On a honte, en fait. On a honte d'en parler, on a honte de dire, bah non, je ne suis pas comme vous, tout et tout. Après, il y a eu la colère, la révolte, parce que pour moi, je ne savais pas que c'était une atteinte à mon intégrité, en fait, hein, de femme, en tant que femme et à ma féminité. Et par la suite, j'ai fait du travail. Mais moi, en fait, j'ai fait du travail toute seule parce que je ne savais pas qu'on pouvait aller voir un psy. Je ne savais pas qu'il y avait des associations qui existaient. J'ai fait un long travail sur moi. Et au moment où je me suis un peu, bah, on guérit un peu, mais je vais dire, on n'oublie pas. On a les séquelles. Hein. Moi, je suis maman aujourd'hui. Je peux vous dire que mon accouchement, ça a été pas facile parce que je suis excisée. Donc, il a fallu que je sois suivie par une sage-femme. J'avais très peur. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais heureusement, j'ai eu un corps médical autour de moi et tout s'est très bien passé. Ça aurait pu être pire. Et après, s'en remettre, c'est difficile. Bon, bref, donc, à un moment donné, je me suis dit, comme je fais de la scène, vous savez, moi, monter sur scène et parler de la pluie et du beau temps, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'il y a des sujets encore plus graves, plus sérieux qu'on doit traiter. Et avec le travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai pu, en fait, écrire quelque chose. C'était aussi une sorte de thérapie. Et le fait d'avoir écrit, parce que mon dernier spectacle, Je demande la goutte, je parle ouvertement de ce qui s'est passé. Donc voilà, donc mais bon, avec mon metteur en scène et mon co-auteur Stéphane Eliade et un collaborateur artistique Ali Bogueraba, ma maison de production m'a entouré de gens formidables qui m'ont su amener l'excision sans tomber dans la vulgarité ni donner des leçons morales, mais plutôt dans le ressenti, la vie de la femme vis-à-vis de ça et aussi de la société, bien Parce que sûr. c'est un phénomène Et qui c'est un phénomène, continue, oui, bien qui sûr, continue. et il est important de parler de cela. Et en parlant de cela, dans mes spectacles ou dans des débats ou dans mes chroniques, hein, les gens viennent vers moi, certains ne savent pas ce que c'est qu'une Mais excision, là, certains est-ce le que c'est pas savent. parce que c'est en Europe, parce que ici, jusqu'à présent, c'est un sujet tabou, Moi, je, justement parce que c'est lié à la oh sexualité? non, je pense que les esprits sont ouverts de plus en plus. Vous savez, j'ai fait une tournée dans 8 pays africains il y a un an, à peu près un an et demi. Je devais jouer à Ouagadougou, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est que partie remise, je reviens jouer à Ouaga. D'accord. Voilà. Donc, oui, non, non, non. Et en fait, dans tous les pays où je suis partie, on avait très peur. Hein. C'est les hommes même qui viennent me parler à la fin, Des qui me pays disent africains merci. ou... Des villes africaines. On a D'accord. fait le Ghana, on a fait le Togo, on a fait le Bénin, on a fait le Cameroun, on a fait donc Cameroun, Douala et Yaoundé. Et ben, on a fait Abidjan. À la fin, les gens viennent me parler, mais en fait, ils me parlent sans tabou, en me disant c'est bien d'avoir mis cela dans le spectacle. Des hommes, hein, Wow. et les femmes aussi. On a des standing ovations et des gens qui viennent juste la partie de l'excision. Il y a des gens qui pleurent dans la salle parce que voilà, on va appeler un chat. Hein. Donc c'est pour ça que je ne prends pas de gants en parlant de De l'excision. l'excision, Et puis ok. c'est important. On a des bonnes traditions nous les Africains, mais on a aussi des traditions qui remettent un peu les femmes en arrière En et arrière, surtout ouais. quand la santé est touchée, Oui, ça c'est c'est vrai. important d'en parler. Et qui est véritablement Rukiata Ouedraogo? Je suis celle qui est en face de vous. Vous me voyez comment? Vous êtes une personne magnifique parce Bon, bah qu'on vous voilà. suit, on vous suit depuis longtemps sur les réseaux sociaux, Merci on beaucoup. lit. Mais est-ce que Rukiata, elle est de quel profil de formation? Quel est le parcours professionnel, Ouh. marié, enfant? Alors, mon parcours professionnel est assez atypique. Hein. Donc, bah, moi, j'ai fait, comme je vous disais, je suis tombée comme ça par hasard dans le milieu du théâtre. Moi, à la base, j'ai été dans le milieu de l'éducation.
parce que c'était vraiment le premier métier que j'ai fait quand je suis arrivée en France. Bon, je suis passée par, vous savez, quand on arrive en France, on essaie de se débrouiller. Oui. Moi, je suis une femme autonome. J'ai envie d'être indépendante. J'arrive à Paris, je me dis, allez, j'ai la chance d'arriver dans ce pays, je veux trouver ma place. Et là, j'essaie des petits boulots. Donc, j'ai été femme de ménage. Ce n'est pas pour dénigrer ce métier, mais on exploite beaucoup les femmes. Et moi, j'ai un tempérament, je ne me laisse pas faire. Ça, je tiens ça de ma mère et j'ai dit merci à maman parce que ça m'a servi dans la vie. Donc, je me suis dit non, on peut pas. Enfin, c'était difficile. Et puis, c'était pas bien payé. Donc, j'ai fait une journée, je suis partie, j'ai dit merci. J'étais caissière, mais malheureusement, je confondais les francs CFA et les francs français à l'époque. On m'a viré au bout d'une semaine. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je me batte. Donc, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait du babysitting. Après, j'ai eu une formation d'animatrice pour enfants dans un centre de loisirs. Je travaille avec les enfants. Après, j'ai basculé dans la mode. Donc, en fait, je ne me suis jamais limitée. Et quand les occasions se présentent à moi, j'ai saisi et j'essaie d'en faire quelque chose. Après, maquilleuse, j'ai basculé. Bon, j'ai été modèle quelquefois, des choses comme ça. Et puis, le théâtre s'est ouvert à moi. J'ai fait le théâtre. Et puis, la casquette d'écrivaine, je ne me prédestinais pas non plus à être écrivaine. On m'a proposé. Parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux, je publiais assez de choses sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens ont trouvé que j'avais une vie assez atypique. Et mes éditeurs m'ont trouvé là-bas et m'ont dit, écris sur ta vie. Ouais. Et là, je me suis dit, moi, j'ai pas assez vécu. Et puis, il y a encore des choses à vivre. Et je ne suis pas légitime de parler de moi comme ça. Alors, j'ai une autre histoire, c'est celle de ma mère. Et c'est là d'où est parti mon premier livre, Du miel sur les galettes. Donc voilà, moi, je profite des occasions, je saisis les opportunités et j'essaie d'en faire quelque chose. Et on a les déclics qui est parti de la maman. Justement, c'est une émission spéciale. On va s'attarder sur le profil d'écrivaine. C'est pourquoi on a déplacé notre bibliothèque super, juste magnifique. pour cette émission. Le déclic, vous l'avez dit tout de suite, c'est parti de l'histoire de maman. Et à ce jour, vous avez combien de livres écrits et édités? En ce jour, j'ai, on va dire, 3 romans, fiction, et une bande dessinée. J'ai aussi coécrit avec d'autres personnes, 5 autrices, et j'interviens de temps en temps dans des petites revues. La dernière, c'était Cometa, qui est une revue formidable et qui parle de situations un peu difficiles, mais avec de l'humour. Donc, j'en ai, on va dire 6, quelque chose comme ça, oui. 4 écrits de moi-même en collaboration et quelques-uns avec des gens en communauté. Mais qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive à écrire sur cette thématique un peu liée à la tradition africaine, au bien-être de la femme? Je pense que moi, j'ai été élevée dedans. Dans la tradition, c'est des valeurs que je porte en moi et c'est quelque chose qui est très important pour moi de véhiculer et surtout de montrer aussi que nos traditions là-bas peuvent servir et peuvent apprendre. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi que dans mes spectacles, c'est pareil. Hein. Je parle de tradition. Donc, c'est important pour moi. Je trouve que c'est une visibilité et il est important. Mais j'associe aussi la modernité et la tradition. Oui, j'allais poser la question. Comment vous arrivez en fait à faire la part des choses? Là, vous êtes en Europe. C'est une tradition occidentale, on va dire, qui n'a rien à voir avec nos réalités africaines. Comment vous arrivez à faire la part des choses, pour prendre l'autre, pour mélanger dans l'autre, pour... Alors, détrompez-vous, moi je dirais que ce qui nous éloigne est peu que ce qui nous rapproche. On paraît éloigné, mais je pense on a beaucoup de choses en commun. L'Occident et l'Afrique? Oh oui, il y a des traditions communes. Par exemple, moi, quand je jouais au Ouagadougou précis, j'allais jouer dans des campagnes profondes françaises où peut-être on n'avait même pas vu une noire. Et des dames assez âgées, de 70 ans, de 60 ans, venaient me voir à la fin pour me dire « Oh, mais moi aussi, quand j'étais jeune, hein, vous savez, je faisais le mur pour sortir parce que papa, il voulait pas nous laisser sortir. » Donc, en fait, on a quasiment les mêmes choses. Donc, moi, j'ai eu la chance, surtout avec le dernier spectacle, j'ai fait plus de 500 dates, j'ai joué dans la France profonde, j'ai joué partout, j'ai rencontré des gens parce que moi, j'aime bien, à la fin du spectacle, rencontrer le public qui vient me voir. Et on a beaucoup de choses en commun. Oui. Après, effectivement, par exemple, que ce soit dans mes spectacles, moi, j'ai la chance de collaborer avec Stéphane Elia, qui est mon époux dans la vraie vie et qui m'accompagne, en fait, dans mon écriture et dans mes scènes. Voilà. Donc, ça fait que moi, j'ai le regard africain et lui, il a le regard français. Ça aide aussi à stabiliser et à trouver quelque chose. Mais de toutes les façons, je prends
c'est qu'il y a de bon Bon, des deux côtés. oui, Voilà, ok. j'essaie de faire ça et ça fait un joyeux cocktail en tout cas. Jusque-là, tout va bien. Ok. Et c'est à quel moment de la journée? Est-ce que c'est la nuit, le soir, le matin? Qu'est-ce que vous écrivez? Oh, j'ai pas vraiment de moment d'inspiration. L'inspiration peut venir en cuisinant, beaucoup sous la douche. Ah Ah bon? oui, 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 beaucoup sous la douche. Quand je suis sous la douche, j'ai des idées qui fusent, j'ai plein d'idées, donc tout de suite après, il faut que je note. Mhm, Sinon, j'oublie. mhm. Mais je ne suis pas la seule, hein. Beaucoup de gens vous diront ça. La D'accord. forêt, parce qu'on habite dans une ville près de la forêt, et ça, c'est hyper important. La marche, je fais de la randonnée avec mon mari. Et puis, bah, des idées viennent comme ça, en marchant, en s'aérant les idées. Et puis, quand j'ai eu mon fils, c'était plus le soir, parce que quand il dormait. Sinon, la Ah, journée, c'était d'accord, ouais, compliqué. c'est Donc compliqué. voilà, tout dépend de moment. Voilà, il y a des D'accord, nuits où je peux me réveiller à 3 heures du matin parce que j'ai une idée et puis je l'écris tout de suite. d'accord. Voilà. Et quelles sont aujourd'hui vos relations avec les écrivaines du Burkina? Elles sont en association. Est-ce que vous êtes en relation avec elles? Alors, pour tout vous dire, il y a 2 ans, on est venu ici, on a organisé une rencontre internationale Du livre? du livre Mm, de Ouagadougou, mm, quelque chose comme ça, qu'on a nommé ça comme ça. Et pour moi, il était important de rendre hommage à certaines figures écrivaines du Burkina, donc Bernadette Sanou d'accord. Dao, Monique Ilboudo, qui sont des grandes figures et bah, les grandes mères, les mamans de la littérature. Il était pour moi important de m'approcher de ces dames-là et de les rendre hommage. Donc, on les a invitées. J'ai invité aussi 2 écrivaines de la sous-région, une Ivoirienne, une Sénégalaise, malheureusement, qui nous a quittés. Mm. La Sénégalaise, il y a 1 an et demi, Voilà, je crois. paix à Bon, son bref, âme. donc voilà. Donc, bah, en tout cas, moi, j'ai fait le premier pas. Parce que c'est D'accord. important. Je suis Mhm. la petite, donc je suis venue vers elle et puis j'ai fait des choses avec elle et je suis très, très contente d'avoir fait ça et de me rapprocher d'eux. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui est difficile dans l'écriture? Tout est difficile et tout est facile. Mhm. En fait, je pense que écrire, c'est une passion, bien sûr. Après, on peut avoir des passions et puis ne pas pouvoir tourner ça en travail ou en professionnaliser ça. Après, bah, il faut avoir l'idée déjà où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dire. Bah, c'est un peu comme l'écriture de la scène, hein, d'une pièce de Mhm. théâtre, hein, Mhm. mais beaucoup plus imagée, beaucoup plus rallongée, beaucoup plus expliquée. Voilà. Mais Donc, après, quand on écrit, il faut éditer, il faut la mise en page exactement, il y a tout et même ça. la distribution. Ah bah oui, c'est pas simple, hein. Je sais que bah on a fait un petit travail aussi autour de certains pays pendant notre tournée. On a rencontré des écrivains aussi. On a parlé du livre, comment fabriquer le livre, comment le faire, avoir les idées, éditer. C'est pas des choses qui sont Mhm. simples. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance d'être approchée par des éditeurs. D'accord. Vraiment, c'est une grande chance pour moi. Les premiers éditeurs sont venus vers moi, ça s'est bien passé, donc voilà. Mais ils m'ont accompagné aussi. Mhm. J'écrivais et ils corrigeaient, ils me posaient des questions, on retravaillait ensemble. C'est toute une machine, hein, c'est pas une Mhm. seule personne qui peut faire ça. Et après, voilà, les choses se passent comme ça. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail en Afrique, en tout cas. Oui, Il y a beaucoup de travail et notamment notre travail qu'on a fait il y a 2 ans, on aimerait beaucoup continuer ce travail-là, mais voilà, il faut de la formation. ça va venir. On Oui, va observer on une petite espère. pause avant de revenir pour la dernière partie. D'accord. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange, au nouveau goût soda irrésistiblement fruité et Vous êtes dans l'émission spéciale de Mousso News et aujourd'hui nous avons Rukiata Ouedraogo qui est comédienne et on s'entretient avec elle sur tout ce qui concerne la littérature, le cinéma et la comédie. Merci de rester avec nous et de toujours suivre Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Rukiata est comédienne et aujourd'hui, quelle est votre actualité? Vous êtes à Ouaga dans le cadre du CIAO, mais quelle est Du votre FESPACO. actualité? FESPACO, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit CIAO. FESPACO, FESPACO, FESPACO. Oui. Effectivement, je suis là parce que je suis invitée par le FESPACO à être membre du jury Les Perspectives.
Et c'est un grand honneur pour moi, en tout cas, C'est moi la qui première suis. fois. Oh, c'est la première fois que pas que je vois le FESPACO, c'est pas la première fois, Mm. mais que je suis Ouais. intégrée au FESPACO, Mm. dans le FESPACO, au cœur du FESPACO. Oui, c'est la première fois. C'est tout un honneur pour moi parce que, enfin, du pays, revenir et Oui, être accueilli comme ça donne vraiment de la joie. C'est une fierté aussi. Et ça fait plaisir. oui, bah oui, ça fait plaisir. Vous auriez combien de films à visionner? Je crois qu'on aura 19 films à visionner. De combien de minutes? C'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup, oui. Des C'est des films qui vont de une courts-métrages. heure. Non, c'est des longs métrages. Non, non. Ça va de 50 minutes à 100 minutes ou 120 minutes. Et il faut regarder ça, tout ça Ah, de bah minute oui. en minute. Et décortiquer tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon, voilà. Et choisir le meilleur. C'est du lourd, hein, C'est du travail, oui. comme Mais c'est que du bonheur parce que voir des films, c'est formidable. Ça nourrit. Le cinéma est une porte ouverte Mm. vers Euh, l'univers, en fait, vers le monde. l'univers, oui. Mm. La comédie, on va parler de ça. Est-ce que Mhm. ça nourrit son homme? Tant au niveau africain qu'européen, est-ce que la comédie nourrit son homme? Alors, de ce que j'ai entendu de certains comédiens, ici, c'est encore difficile d'en vivre. C'est très, très difficile. En France aussi, c'est difficile d'en vivre, hein, à moins d'avoir un nom connu. Comme Rukiata Dragon. Parce que même dans les métros, à Paris, en tout cas, on voit les affiches de... Oui, J'en ai vu une oui, fois. je demande la route, oui, a été un succès. Enfin, ça a été vraiment un gros succès. On a arrêté de tourner le 30 mars parce qu'on a envie de passer à autre chose et on est en train d'écrire le prochain spectacle. Il y a encore des demandes de Je demande la route, mais bon, à un moment donné, ça fait 6 ans qu'on a tourné le spectacle. On est très, très contents. C'est vrai que ça a été un succès. Vraiment, ce spectacle-là, c'était un succès. Aujourd'hui, oui, mais je pense que ça ne nourrit pas assez encore. Mhm. Moi, j'ai de quoi vivre, il Mais n'y a pas de problème. pourquoi, C'est pour ça que puis j'ai plusieurs palettes, en fait. mais Hein. pourquoi est-ce que c'est quelque chose dont tout, bon, en tout cas, quand on est enfant, c'est un monde dont beaucoup de jeunes rêvent. Oui, et ben, Mais je pense que c'est... les choses changent. Hein. Je pense que les choses changent. En tout cas, en France, moi, je vis de ce métier, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Et moi-même, au début, j'étais obligée de travailler à côté. Mhm. Moi, quand j'ai commencé Yedenga, l'épopée des Mossé, je travaillais comme maquilleuse la semaine. Et le week-end, je finis de bosser à 19h, je prends mon sac avec mes petits décos, et je filais au théâtre pour jouer le soir à 20h. Oui, c'était comme ça que je faisais. Je ne gagnais pas assez pour vivre que de ça. Heureusement, en France, on a quelque chose qui s'appelle l'intermittence. Donc, quand on arrive à faire un certain nombre d'heures, 507 heures, ou 42 cachets, ou 47 cachets, je ne sais plus, bah, on arrive à toucher le chômage. Ça veut dire que l'année d'après, tu as sur 10 mois, si tu ne joues pas ou si tu n'as pas de travail, tu peux te permettre de te reposer sur tes revenus, mais il faut avoir cotisé l'année d'avant. Ça te permet aussi de créer. Si tu veux créer, par exemple, si tu veux t'arrêter pour écrire un nouveau spectacle. Donc, ça, c'est bien, on a ça. Ça a tendance voilà, à se perdre un tout petit peu. Donc, on se bat les intermittents pour que ça reste parce que c'est ça qui nous aide à créer. Ici, je ne sais pas s'il y a ce système-là, je ne pense pas, mais ce serait bien qu'on mette ça parce que ça aide beaucoup. Donc, oui, 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 effectivement. Donc, bah, c'est pour ça que moi, je fais plusieurs métiers. Hein. C'est pour mieux vivre. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui veulent faire ce métier, il faudrait penser à se former. Je pense qu'Hervé, on l'a le disait là, Oui. sur une de ses publications, il faut permanemment se former et ne jamais s'arrêter au peu Oh oui, qu'on a. oh oui. Eh bien, justement, demain à 16h, aussitôt, je parlerai de ça. Donc, il faut absolument que les gens viennent écouter ce que j'ai à leur dire. D'accord. Et maintenant, la femme dans la comédie. Mhm. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution significative, quand même acceptable, que ce soit son implication, sa présence, même sa représentativité ou encore côté financier? La femme dans le milieu de la Oui, culture, oui, hein, bah, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais les femmes se battent. oui, Je pense qu'elles font avancer les choses, elles font bouger les choses. beaucoup. Oui, et c'est important que la femme puisse trouver sa place aussi dans ce milieu. C'est vrai que quand moi j'ai commencé au début, quand je prends l'exemple de la France, on n'était pas beaucoup de comédiennes qui montaient sur scène. Mais aujourd'hui, il y en a pas mal, il y en a pas mal, et on se bouscule en tout cas pour trouver notre place. C'est encore difficile parce qu'on peut rencontrer des gens un peu machos ou voilà, qui continuent. Donc, il faut s'imposer. Mais je pense que on est sur le bon chemin.
Ça reste encore difficile que ce soit, même dans le travail courant, commun, Oui. qu'on a, pas que sur la scène. La femme doit toujours se battre pour trouver sa place. Et moi, en l'occurrence, en étant une comédienne noire, en France, là-bas, ce n'est pas facile pour moi. Mais on Est-ce que se bat. vous êtes souvent victime de racisme? J'ai été victime de racisme. Alors, moi, je vous dis une chose. J'ai une chance extraordinaire que je ne connaissais pas. Je pense que j'ai été un peu naïve aussi au départ. Naïve, ça ne veut pas dire bête, bête, machin, tout et tout. Mais il y avait certaines choses qui se passaient autour de moi et je n'en prenais pas compte. Et aujourd'hui, je pense que c'est une force. Ok. Parce qu'en fait, je suis, en fait, des gens me parlaient et il y avait du racisme. Mais je ne considérais pas ça. Moi, je suis arrivée, j'avais faim, j'avais envie de bouffer. Donc, je fonçais. On me fermait une porte. Moi, je n'allais pas dire que c'est parce qu'ils sont racistes. Je disais, il faut que je les prouve à ces gens-là que je suis capable de faire ça. Donc, je défonçais la porte et puis je rentrais. D'accord. Voilà, moi, c'est comme ça que je réagissais. Maintenant, avec le temps, avec l'expérience, je revois que oui, effectivement, c'est parce que j'ai été noire que je n'ai pas eu ça. Ou c'est parce que je parlais comme ça, avec un accent comme ça, que je n'ai pas eu ça. Mais sur le coup, ça ne m'avait pas fait ça. Moi, Mais j'avais après, juste vous envie n'avez de pas eu bouffer. une frustration ou- Honnêtement, je ne sais pas par quelle force j'avais, d'où ça sortait, d'où ça venait, mais je me suis combattue sans mettre le racisme devant. Et c'est une bonne chose, parce que si j'avais mis le racisme devant tout de suite, j'aurais arrêté, Oui, j'aurais pas ça, fait ce c'est métier. vrai. Et finalement, en avançant et en occupant la place que j'ai aujourd'hui, je sais que voilà, il y a du racisme qui existe. Maintenant, je vais vers là où on me demande. J'ai la chance, je produis. Ok. Aujourd'hui, j'écris mes pièces. J'attends pas que quelqu'un écrive pour moi. C'est comme ça, quand j'ai quitté les cours Florent, l'école, je passais des castings, je n'avais pas de rôle. Je me suis dit, si tu veux exceller dans ce métier, si tu veux manger, et écris, fais des choses. Oui. J'ai pris des cours d'écriture à l'école. On avait le choix, cours de danse, cours de chant ou cours de masque. Moi, j'ai pris des cours d'écriture de scénario et c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Après, je me suis entourée de gens formidables qui m'ont accompagnée et aujourd'hui, je suis entourée d'une équipe géniale et je produis surtout. Donc voilà, D'accord. c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est Il ne faut ça. pas attendre que... Justement, on en parle. Mhm. Et le masterclass de ce 18 février, Mhm. le contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qui va être dit à ces personnes qui viendront vous écouter? Alors, c'est sous forme de causerie. Mhm. Ça va être un échange avec le public parce que je pense qu'à Ouagadougou, beaucoup de gens me suivent. Je sais sur mes pages que beaucoup de Burkinabés me suivent. Mais on n'a jamais eu la chance de se rencontrer, de parler et d'échanger. Beaucoup de gens demandent à me découvrir et moi aussi, je demande à découvrir. C'est réciproque. Hein? Donc, cette masterclass est une opportunité pour moi de rencontrer mon public burkinabé, de partager avec lui un moment convivial, chaleureux, de aussi transmettre parce que ça fait 17 ans que je fais ce métier. Donc, je pense que l'heure de la transmission a sonné. J'ai envie de plus en plus de transmettre. Et puis aux débutants, pour éviter les erreurs de débutants, à ceux qui aiment ce métier, à s'accrocher. Et 17 ans de carrière, ça ne se construit pas voilà, sur des bases que de joie, que de bonheur. On a connu des doutes, on a connu aussi des moments de défaite et de peine, mais il y a des moments de joie aussi. Donc, c'est vraiment pour faire comprendre aux gens qu'on peut faire ce métier, que surtout ce métier est un vrai métier. Amuseur, ce n'est pas, on ne monte pas sur scène juste pour amuser la galerie. C'est un vrai travail qu'il faut travailler, qu'il faut se former, qu'il faut s'informer et travailler, travailler, travailler. Donc voilà, c'est pas parce que on fait rire deux, trois personnes de son quartier qu'on est humoriste. Hein. Non, c'est du travail derrière. Donc, c'est pour une prise de conscience et surtout aussi montrer comment on peut écrire un spectacle et lui donner une couleur drôle. Parce que moi, je fais de l'humour. J'essaye de transformer tout ce qui est difficile dans ma vie en humour, en fait. Donc, voilà, c'est pour montrer la mécanique parce qu'il y a plusieurs étapes, en fait, pour écrire un spectacle. Et je pense que est-ce que c'est la beaucoup même de gens chose ont besoin de connaître aujourd'hui avec le numérique qui se développe? On a aujourd'hui des web humoristes et tout. Est-ce que c'est les mêmes difficultés? Bah, je pense que ce travail-là, oui, il y a des difficultés. C'est peut-être pas les mêmes difficultés parce que les web humoristes, moi ils sont invités à ce masterclass? Tout le monde est invité, c'est gratuit. Tout le monde est invité à cette masterclass. Même des gens qui veulent, par exemple, moi, quand j'ai fait mon stage au cours Florent, on n'avait pas que des comédiens, il y avait des enseignants, il y avait des avocats qui voulaient prendre la parole en public.
Donc, moi, j'ai commencé ce travail-là il y a 1 an. Je suis allée à Madagascar, j'ai travaillé avec des universités, j'ai travaillé avec des collèges, des lycées, des élèves. La prise de parole aussi, comment enlever le trac, voilà, comment respirer sur scène, parce qu'il y a des respirations, comment prendre la pause pour faire sortir la parole, et puis surtout montrer que ce métier, c'est un métier de passion. Et surtout qu'il ne faut pas se laisser happé par les images que certaines personnes renvoient sur les réseaux sociaux, en se disant qu'on peut gagner, on peut être connu ou avoir de la fortune du jour au lendemain. Non, moi, ça fait 17 ans que je pratique ce métier. Je sais par où je suis passée pour arriver là où je suis aujourd'hui. Il y a encore du chemin. Donc, vous voyez. Donc, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de partager avec et je pense que les gens vont être vraiment, ils vont ressortir de là et ils vont voir l'humour différemment. Parce que c'est une école. C'est une école. Et c'est du travail, c'est du travail et c'est du travail. On va dire que c'est toute une science. Ah ben totalement, oui. Et surtout aussi la visibilité sur les réseaux sociaux, la communication qui est importante sur les réseaux sociaux. On va parler spécifiquement des jeunes filles ici en Afrique qui veulent justement devenir humoristes, comédiennes, actrices de cinéma. Quelles peuvent être les pistes d'opportunités que vous allez peut-être proposer ou réfléchir avec elles? Ah bah demain qu'elles viennent de me voir, demain soir, venez me voir, demain à 16h. Bon, oui, mais après, déjà, il faut être sûr qu'on veut faire ce métier et se dire que ça ne va pas être facile. C'est pas du jour au lendemain qu'on est choisi par un réalisateur ou un producteur pour tourner dans un film, qu'il faut s'armer de patience, de courage et mais de foncer, quoi. Voilà, il faut foncer. Mais il faut savoir où on met. Il faut se renseigner surtout. Il ne faut pas courir n'importe où, n'importe comment. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire, se renseigner sur les gens qui portent le projet, parce qu'on ne sait pas où ça peut nous amener aussi. Vraiment, s'informer, c'est important, et se former. Le travail. Et est-ce qu'à l'issue de ce masterclass, il y a des perspectives du genre, des projets spécifiques pour ces jeunes et beaucoup plus pour les jeunes filles? Vu votre engagement pour la honnêtement, moi, si j'ai des soutiens, si j'ai des aides, je suis toute seule. Hein, voilà, je porte ce projet parce que pour moi, je me dis, bon, j'arrive à un âge aussi où j'ai fait 4 spectacles, je jouais un peu partout. À chaque fois, j'aime rencontrer mon public. Je rencontre beaucoup les jeunes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, si éventuellement un projet où certaines jeunes viennent me voir à la fin pour dire, écoute, on aimerait bien faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut envisager une collaboration, on peut envisager quelque chose, avoir du soutien et former des gens et faire des choses. Oui, 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 bien sûr. On vient tâter le terrain et puis on voit comment les gens vont recevoir ça. Et oui, il est temps de transmettre, bien sûr, et d'aider les jeunes aussi à... On va parler de tradition africaine à travers le Petit Mari. Votre dernier livre, si je ne me trompe pas. Oui. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais voilà. Le Petit Mari. Oui. Pourquoi déjà ce titre? Le Petit Mari, parce que c'est un titre qui m'est venu comme ça, en écrivant le livre. Je ne voulais pas le spoiler. Et si vous le lisez, vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé Le Petit Mari. Donc, c'est dans le livre vers la fin. Et moi, je trouvais ça mignon, en fait, Le Petit Mari. Et puis, je trouvais ça intriguant. Oui. Voilà, c'est intriguant. Et puis, ça répond en tout cas à la demande, au contenu du livre. C'est pour ça. On parle d'excision là-dedans, de exactement. Et bien d'autres mots. Enfin, je ne vais pas dire... C'est vraiment l'histoire d'une veuve, en fait, hein, qui perd son mari et qui se retrouve à faire le veuvage des 100 jours. Et c'est pour montrer que dans la peine, c'est vrai que nos traditions, on a des très, très bonnes traditions, mais il y a des traditions qui relèguent les femmes en second rang, qui empêchent les femmes d'évoluer dans la société. Et c'est vrai que l'excision, les avortements clandestins, c'est pour sensibiliser aussi les familles et les jeunes filles aussi par rapport à ça. Et surtout, le livre parle vraiment du veuvage. Parfois, c'est difficile pour certaines femmes qui se retrouvent seules, abandonnées après que leur mari soit décédé et que les familles imposent à la femme d'épouser un des frères du défunt mari. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt laisser le choix à la femme de le faire.
Et si elle ne veut pas le faire, que la famille ne la rejette pas. Ça fait que certaines femmes se retrouvent vraiment dans des situations compliquées et difficiles où elles sont obligées de rester parce qu'elles veulent préserver en fait leur dignité ou quoi que ce soit. Surtout Donc voilà, le regard de la aussi de la société, malheureusement, qui pèse sur nous, les femmes. Voilà. Donc je ne dis pas que les traditions ne sont pas bonnes, hein, mais il y a certaines traditions, il faudrait y réfléchir là-dessus. Donc voilà, le petit mari, c'est vraiment ce petit livre-là qui me tenait à cœur. C'est un cri de cœur aussi pour qu'on revoie en fait les traditions que portent les femmes. Je pense qu'on a essayé de traiter le sujet ici à Moussounous, Oui. puisqu'on traite généralement des sujets de femmes. On s'est assis, on a réfléchi, on s'est dit, mais pourquoi c'est plus facile pour un veuf de se remarier? Mais quand c'est une veuve, en tout cas, les 2 années qui suivent, c'est pas évident pour elle de trouver un mari. Et si on ne l'impose pas, en tout cas, ce serait très difficile pour elle d'avoir un mari. Pour montrer à quel point c'est difficile dans les deux côtés. Même si elle doit choisir, elle doit chercher, personne ne voudra. Personne ne voudra parce que les gens disent généralement qu'une femme qui perd son mari, si tu l'épouses, toi aussi, tu peux peut-être risquer de partir. Après, il y a beaucoup d'idées reçues. Exactement, il y a beaucoup d'idées reçues et je pense qu'il faudrait plus parler encore et plus sensibiliser les gens pour qu'on on enlève un voile en fait sur ce mystère ou sur ces traditions. D'accord. Voilà. Rukiata va offrir ce livre à la bibliothèque de Moussounous. Ben oui, évidemment, je ne peux pas venir ici avec une telle bibliothèque sans poser mon livre. Voilà, je vous le pose là. Vous allez profiter. Oh oui, je vais dédicacer tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bon, je vous donne le stylo. Parce qu'on va terminer tout de suite. D'accord. Mais je voudrais que vous regardiez votre caméra. Oui. Bon, ce sont des téléphones, hein, vous voyez, mais pour nous, ce sont des caméras on fait avec les moyens de bord. Oui, non, mais moi, je trouve ça formidable. Et je voudrais que vous vous adressiez aux femmes. Oui. Les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, nos mamans. Un message qui viendra du plus profond de vous-même. Sur les conditions, sur l'épanouissement, les bien-être, vu votre engagement pour la cause féminine. Alors déjà, je voudrais vous dire, mesdames, que vous êtes des femmes formidables. Vous êtes extraordinaires, vous êtes belles, vous êtes intelligentes. Vous avez votre droit sur cette terre. Et votre présence est plus que nécessaire. Vos engagements, parce que c'est vous, que ce soit dans le milieu associatif, vous portez beaucoup de causes, vous portez beaucoup de choses, vous portez la moitié du ciel. Vous avez votre place. N'hésitez pas, foncez. Vous avez des idées, allez-y. Et je suis heureuse de savoir que certains d'entre vous sont en train de faire bouger les choses. Vous méritez votre place, où que vous soyez. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je vous aime. Merci Rukiata, on est sur le bon chemin. Elle vous aime. Toute l'équipe de Moussounous aussi vous aime, autant les femmes que les hommes. C'est pourquoi vous devez rester toujours connectés sur Moussounous. Et à très bientôt pour une autre émission spéciale avec une personne spéciale. Réal. Bravo!